Décider, changer, se relever, trouver son équilibre, avancer, dépasser ses peurs, inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Petite parenthèse avant de démarrer cet épisode. Si tu te reconnais dans ces conversations sur l'hypersensibilité, dans tous les épisodes et dans tout ce que je partage sur les sensations, les émotions et les pensées qui tournent en boucle, tu pourrais être intéressé par mon livre « Mon hypersensibilité, une force insoupçonnée ». J'y partage les outils que j'ai créés pour moi et que j'utilise avec mes clients, les hypersensibles et les autres. Pas de solution toute faite, mais une approche pour comprendre, accepter et transformer ta sensibilité à ta façon. Tous les détails sont dans la description du podcast. Et maintenant, c'est parti pour l'épisode. Bonjour Odile. Bonjour Bénédicte. Alors je t'appelle Odile, mais on reviendra un peu là-dessus. Mais tu es Odile de Ré, pas celle du film, celle de Lille, on va dire. Exactement. Est-ce que ça te convient ? Ça me convient très bien. Alors, moi, je t'ai découverte un peu par hasard grâce à une amie, alors que je vis quand même une partie de mon temps à l'île de Ré, il n'y a pas si longtemps, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je t'ai découvert déjà par ton compte Insta, on va dire. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ton côté hyper spontané, joyeux, avec un peu d'espièglerie et d'autodérision, je dirais. Je sais pas si tu te reconnais, si ça te... Si, ça me parle. Et j'ai beaucoup aimé. Et puis, c'est quoi, au mois de décembre, je crois, je suis venue dans ta boutique. Oui. Et je t'ai rencontrée en vrai. Et j'avais l'impression de te connaître, puisque ça fait souvent ça quand on a l'impression, quand on suit les gens sur les réseaux, on a un peu l'impression de les connaître, sachant que tu mets des petites tranches de vie par-ci, par-là, etc. Et j'aime beaucoup ton univers, ce que tu crées. Je me suis retrouvée en fait dans la sensibilité de tes couleurs, de tes harmonies, et puis dans le côté je me prends pas au sérieux, mais je fais les choses bien. C'est hyper gentil, c'est très flatteur comme introduction, Dido. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es malgré tout, parce que moi j'ai donné quelque chose quand même d'assez flou, mais nous expliquer qui est Odile de Ré et qui se cache peut-être derrière Odile de Ré. Oui. Alors, en vrai, je m'appelle Axel. J'ai eu 40 ans il y a 15 jours. C'est une petite pas un anniversaire. Un petit truc à digérer pour moi, mais ça va le faire. J'ai créé Odile il y a 10 ans parce que j'étais graphiste, directeur artistique même, et j'étais dans une boîte de pub. J'ai pas fait très longtemps, mais ça m'éclatait pas, tu sais. J'avais envie en fait de me lever tous les matins et de rigoler. Et ce que je faisais était intéressant, mais je rigolais pas. Et en fait, ça faisait des années que je m'étais rendu compte qu'à l'île de Ré, on avait une clientèle très hétéroclite et plutôt assez au courant de tout ce qui se faisait au niveau artistique et plutôt connecté sur le graphisme, et qu'on n'avait pas grand-chose dans l'île à leur proposer. J'étais à ce moment-là à La Rochelle. Et donc, j'ai décidé de faire des illustrations, des petits jeux de mots, des blagues en rapport avec mon île, pour avoir en fait tout un panel de choses qu'on aurait envie de ramener chez soi. Parce que l'île de Ré, ça touche beaucoup l'affectif. Enfin, tu connais ça, mais les gens qui viennent chez nous n'ont pas beaucoup envie de repartir, et on prête volontiers ce bout d'île à tout le monde. Moi, je serais ravie qu'on soit plus nombreux ici. Et l'idée, c'était que on emporte un petit bout authentique de cette île, parce que il y avait évidemment des choses, il y a toujours aussi beaucoup, il y en a pour tout le monde, mais beaucoup de choses qui sont juste un peu clichés. Et là, j'avais envie de montrer un peu l'île de Ré de l'intérieur, parce que j'habitais déjà sur l'île à ce moment-là. Je travaillais à La Rochelle, mais j'habitais l'île. Et voilà, donc j'ai commencé à dessiner, et donc il a fallu trouver un nom. Et ça fait longtemps que Odile de Ré me titillait, parce que la cité de la peur, évidemment. Et donc j'ai commencé à jouer avec ça. J'ai demandé à droite et à gauche ce qu'on en pensait. Ça a beaucoup fait rire notre génération. Voilà. Je ne te cache pas que maintenant il faut que j'explique beaucoup,
ou pas. Et puis, pour ceux qui ne connaissaient pas, il y avait aussi le petit l'Aude à l'île de Ré. Enfin, tu vois, tu peux le décomposer comme tu veux. Ça marchait aussi comme ça. C'est pour ça que je l'ai intégré comme ça. Ok, super. Alors, comme je disais un peu dans l'introduction, moi, ce qui m'a tout de suite, ce qui fait que j'ai embarqué dans ton univers, c'est ce côté, alors déjà toutes les couleurs pastel, le dessin sur le bois qui m'a beaucoup plu aussi, et puis effectivement le côté, je trouve qu'il fait un peu peut-être, alors tu me diras ce que t'en penses, mais le côté avec les vêtements, les petites phrases complètement rigolotes, décalées. Et je trouve que ça fait comme un grand écart. Et je me suis dit, elle a une personnalité complexe, en fait, cette artiste-là. Parce qu'elle passe de quelque chose qui dégage vraiment beaucoup d'émotions dans tes dessins. Et le côté, voilà, je délire, je me laisse un peu plus aller sur le textile avec des petites phrases, des petits trucs rigolos. Oui, alors c'est vrai que j'ai un peu du mal à me canaliser, qu'en fait, je peux complètement partir dans tous les sens et que, alors j'essaie, tu vois, à un moment, j'essayais de faire un Instagram hyper propre, et en fait, c'est pas moi, quoi. Donc, je sais pas. De temps en temps, j'essaie de me coller dans un moule et j'y arrive pas. Donc là, j'ai pris le parti de laisser un peu déborder. En fait, c'est vachement plus drôle quand je laisse déborder parce que déjà je me marre, ça fait pas toujours rire tout le monde, mais moi je rigole. Et je pense que quand tu t'amuses, il y a toujours un moment où ça devient contagieux. Peut-être pas avec tout le monde, mais et donc voilà, je ne borde plus. Si j'ai envie d'écrire n'importe quoi sur les t-shirts, je le fais. Les affiches, je me cadre encore un peu, mais je sais pas. Peut-être qu'un jour ça débordera aussi. Et tu évoquais justement dans ta présentation le fait que tu viennes de passer la quarantaine, enfin que tu viens juste d'entrer, hein, donc on va dire ça comme ça. Est-ce que tu penses que c'est justement quelque chose qui peut te libérer et te permettre d'être encore un peu plus toi-même ? Et c'est hyper intéressant comme question, tu vois, parce que je me suis beaucoup introspectionnée sur le sujet. Et je pense que je suis une meilleure moi à 40 ans qu'à 30 parce que tout simplement, je me pose moins de questions. Ou alors, je me les suis posées et j'ai les réponses, peut-être. En tout cas, j'ai pris un peu d'assurance et je suis moins dure avec moi. Donc, c'est plus facile au quotidien. Et ouais, je pense que ça pourrait me permettre de faire les choses autrement. En plus, tu sais, à 40 ans, enfin, pour ma part, c'est pas le cas de tout le monde, mais mes enfants ont 5 et 7 ans. Maintenant, je suis sortie de la petite enfance. Donc, je m'autorise, parce que j'ai passé beaucoup de temps à m'occuper d'eux, je m'autorise à refaire de mon job une priorité. Et donc, ça peut m'amener encore à faire d'autres choses. Et oui, ça, c'est chouette aussi. C'est une autre étape. Et est-ce qu'à travers ton job, ça c'est la question un peu de la psy, c'est aussi toi que tu peux faire passer en priorité au-delà de ce rôle de maman, oui, etc. Non, tu sais bien comment c'est quand on est maman et entrepreneur ou même maman et travailleuse. C'est un peu un échappatoire. Hein. Je pense que quand les femmes ont découvert qu'en fait, si elles travaillaient, elles étaient vachement moins fatiguées, ça a été une libération. Enfin, quand les hommes se sont rendus compte que en fait, ce qui se passait à la maison, c'était chaud, ça a dû faire un petit truc à tout le monde. Hein. Mais oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Puis c'est un espace rien qu'à toi aussi, là, le travail, et encore plus quand il est créatif et que t'es à ton compte. C'est hyper perso. Et ça a été vraiment le choix, finalement, après ce métier qui t'épanouissait pas, de te dire, tiens, il faut que je me mette à mon compte, alors que finalement, ça collait aussi à quelques années près à la construction de ta famille. Oui, non, c'est complètement un hasard de la vie. C'est honnêtement assez stressant. Alors, j'ai commencé Odile à 30 ans, enfin, l'année de mes 30 ans, et j'ai eu Édouard à 32, donc j'ai eu 2 ans pour le lancer un peu. C'est quand même plein de questionnements, t'es jamais sûr du lendemain. Évidemment, t'as pas d'argent fixe. Enfin, j'ai eu la chance que ça prenne tout de suite et de pouvoir vivre de Odile tout de suite. Pas comme un pacha, mais j'ai réussi à survivre, en tout cas, tout de suite. Et ça m'a permis de pas trop me poser de questions non plus, parce que justement au moment où j'ai commencé, j'avais pas encore d'enfants, j'avais pas besoin de grand chose. Après, quand t'as des enfants, ouais, tu te poses les questions autrement, mais non, c'est pas pour ça que je l'ai fait. Et honnêtement, je pense que j'aurais eu plus de temps si j'avais pas été à mon compte. Je pense que ça aurait été plus simple. Mais c'est très chouette comme ça aussi.
Plus de temps, mais est-ce que du coup, en termes de liberté, ça aurait été la même liberté ou finalement ça aurait été quand même plus de temps avec les enfants? Non, c'est clair. Non, en termes de liberté, c'est l'éclate. Mais tu sais, si je veux être complètement honnête, c'est aussi une fuite parce que je suis quelqu'un de très très stressé. Et quand j'ai des commandes ou quand je travaille pour d'autres, ce qui m'est arrivé encore, je me mets une pression qui est pas du tout la même. Et alors, en termes purement économiques, je suis pas du tout rentable à bosser pour les autres parce que ça me prend 10 fois plus de temps, parce que je suis 10 fois plus exigeante et jamais contente et que je perds un temps en doute, en inquiétude qui est effrayant. Et le fait de travailler principalement pour moi, ben tu vois, je me dis si je fais un dessin qui ne plaît pas, je peux m'en prendre qu'à moi. Il y a que moi qui en subis les conséquences économiques, psychologiques, enfin tout ce que tu veux. Donc quelque part, ça m'enlève un gros poids. Donc c'est aussi une fuite. Alors, toi, tu le vois comme une fuite. Moi, je le vois aussi comme une forme d'intelligence, finalement, tu vois. C'est de se dire... non, mais je trouve qu'on est quand même très dur, nous, les femmes. Alors, certains hommes aussi le sont, mais toujours avec ce besoin. Et puis, le syndrome de l'imposteur, etc. Et quelque part, peut-être aussi, à force de se connaître et à force de se dire mais là, je galère et en fait, je me fais du mal, c'est peut-être plus simple d'aller sur des choses où il y a un peu plus de douceur envers moi-même. Oui, c'est pas mal. Je vais intégrer ça pour mes 40 ans, ouais. Je vais y réfléchir. Ça me plaît bien. En tout cas, je trouve que c'est moi, j'ai beaucoup aussi de patientes et de clientes qui sont dans cette traversée de cette crise de milieu de vie, sachant que maintenant, milieu, c'est pas forcément toujours optimiste, hein. Encore plein de choses, jolies choses à vivre. Et je trouve que oui, il y a cette chose particulière je commence à mieux connaître les choses qui me font du bien, les choses qui me font pas du bien, et et du coup, comment je peux plus ou moins consciemment aménager un peu ma vie, mon organisation, mon temps pour être moins en souffrance ou moins avec cette petite voix dans ma tête qui me parle et qui me dit que ça va jamais. Et du coup, se réorganiser dans sa vie pour trouver plus de douceur envers soi-même et du coup aussi envers les autres, selon moi. Oui, t'as raison, c'est une jolie analyse, c'est vrai, complètement. Mais voilà, si je suis complètement honnête, c'est aussi parce que j'ai peur de quelque chose et que je pense. Donc il y a un évitement. Oui, voilà. Peut-être qu'au fond de moi, je serais plus fière si j'avais un peu affronté ça. Mais bon, j'ai pris l'option de le contourner et de faire différemment. Et bon, voilà, c'est aussi, je suis pas passée en force et t'as raison, ça peut être bien aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'est une question qui peut rester ouverte et sur laquelle tu peux continuer à réfléchir. Et puis peut-être, on n'est pas obligé, comme tu dis, de passer en force. Et peut-être que tu peux, sans la contourner, l'affronter beaucoup plus sereinement que ce que tu imagines, je pense. Oui, t'as raison. Je vais garder ça dans ma tête. Et ces dessins alors, qui moi, forcément me parlent, parce que ils racontent l'île, mais pas que l'île d'aujourd'hui. Je trouve qu'il y a des petits clins d'œil, il y a plein de, déjà les couleurs font qu'on peut se dire tiens, c'était il y a 10 ans, 15 ans, le pont notamment, avant le pont, après le pont, etc. Ouais. Donc j'imagine que l'inspiration, elle vient de l'endroit, mais ce que t'en fais est quand même pas la même chose que les autres, hein, très clairement. Donc c'est quoi cette sensibilité, le regard que tu portes sur cette île, toi personnellement? Tu sais, je pense que c'est en fait quand je discute avec les gens qui viennent l'été, je me rends compte qu'on a souvent des perceptions qui sont déjà très différentes entre les gens qui passent juste. Même 2 mois, tu vois, même les gens qui restent, ils ont une vision très différente de celle qu'on peut avoir en vivant ici tout le temps. Parce que déjà, on n'est pas sur le même rythme. Il y a un rapport au temps quand tu habites... j'ai habité Paris pour mes études, et quand je revenais ici le week-end, j'avais toujours ce truc de... il me fallait 48 heures pour redescendre. T'es pas câblé pareil. Et donc, déjà ça, tu crées un espèce de contretemps par rapport aux autres qui te fait voir les choses différemment. Il y a un lien avec mes dessins, je vais y venir, je vais le retrouver. Non, mais vas-y. Jean-Michel Digression. Et donc, alors, il y a le fait que j'habite ici et que je sois dans un espace temporel parallèle.
Et je pense aussi que je suis un peu beaucoup dans ma tête et que je vois les choses d'une certaine manière et que j'essaie de les transcrire parce que j'ai envie que les gens voient ce que je vois un peu. Tu vois, par exemple, j'ai dans la tête une affiche pour te parler de ça parce que ça m'aide, mais je suis en train d'imaginer l'affiche que j'ai fait sur les rues de la Couarde dans les années 70. En fait, il y avait un espèce de ralenti, un truc où t'avais ce tabac, enfin les mouettes, là c'est le café du centre, qui était ouvert quasiment tout le temps, où il y avait des gamins qui grouillaient de partout, des voitures qui passaient au milieu mais en faisant gaffe, avec des gens qui fumaient à la fenêtre et personne attaché derrière, et puis peut-être des vélos dans tous les sens et tout le monde qui s'en fichait, mais tout en étant très calme, très cool. Et en fait, cette atmosphère-là, tu l'as toujours aujourd'hui, bien sûr. C'est juste que la transcrire à partir des années 70 où ça parle aux gens, ce côté on avait plus de temps parce que pas les communications pareilles, pas les téléphones et tout ça. Eh bien, j'ai l'impression, en prenant cette époque-là, de réussir à mieux faire passer mon idée de ici on respire un peu, on prend plus le temps, peut-être. Et c'est marrant dans ce rapport au temps que t'expliques et d'inversion aussi dont tu parles. Je trouve que en tout cas, moi, ça résonne très fort en moi sur le fait de cette vie un peu à contre-courant où les gens viennent l'été. Donc forcément, c'est très vivant avec beaucoup de monde, peut-être des fois même trop, on va dire, mais c'est très, très, très vivant. Et au contraire, l'hiver où c'est extrêmement calme, on va pas se cacher. C'est comme si toi, t'étais finalement aussi en inversion et qu'à travers tes dessins, tu leur envoyais aussi cette image d'avant, mais cette image de l'île telle qu'elle peut être quand il y a moins de monde, quand on n'est pas avec tous les touristes en même temps, etc. T'as raison, et puis ce que les gens adorent, je sais, c'est voir des photos de l'île en hiver ou de nos goûters sur la plage après l'école ou des choses qui... C'est pas, je fais pas ça pour faire rêver les gens parce qu'au début je me rendais pas compte que ça les faisait rêver. C'est parce qu'on vit comme ça, quoi. Et moi, je prends le temps de me rendre compte que c'est chouette. J'essaie vraiment d'avoir ce recul tous les jours, de me dire waouh, c'est cool. Mais en vrai, quand j'étais petite ou avant de partir ou même avant de me poser la question, je trouvais ça juste normal, quoi. Je savais pas que c'était incroyable. Et cela dit, dans les villes aussi, je trouve des trucs incroyables. Je pense que c'est juste une question de comment tu perçois ce qui t'entoure et comment tu regardes les choses, quoi. C'est ça, cette capacité qu'on a ou pas, ou qu'on peut développer, en tout cas, de regarder les choses avec un œil peut-être plus positif et pas seulement comme notre gentil cerveau nous le fait souvent remarquer, aller à la chasse au négatif. C'est comme si toi, t'étais dans la chasse au positif et la retranscription. Et c'est certainement ça aussi qui touche les gens dans ce que tu dessines. C'est cet œil un peu... dans ce que tu expliques là, un peu cet œil d'enfant malicieux qui à la fois profite mais se rend pas complètement compte. Et l'adulte que tu es devenu se rend compte et a vraiment envie de le projeter pour les autres, en fait. Bah oui, tu sais, il y a ce truc... en fait, je pense qu'on est tous là pour apporter des bonnes choses aux autres. Et tu sais, ce petit truc de se dire, tiens, si je fais un sourire à quelqu'un dans la rue, peut-être que c'est quelqu'un qui a eu une journée horrible, que c'est quelqu'un qui était vraiment au bout de sa vie, et peut-être que juste ce petit sourire-là, ça va lui changer sa journée. Et en fait, j'ai l'impression, je suis pas psy, je suis pas médecin, je sais pas aider les gens vraiment de façon palpable. Par contre, j'ai envie de retranscrire un peu de bonne humeur, de douceur, peut-être de ce qu'ils vivent quand ils sont ici. Un peu de bonheur à emporter, tu vois, ou en tout cas, ce que j'aime aussi dans mon job, c'est vendre mes produits parce que j'en parle avec les gens et juste de discuter et qu'ils achètent ou qu'ils achètent pas, c'est pas le problème, mais d'en parler ensemble, c'est un truc déjà. Enfin, j'aime bien en fait avoir l'occasion d'expliquer pourquoi et d'avoir le sentiment que peut-être j'ai été une goutte d'eau dans la journée des gens un peu positive. C'est hyper prétentieux quand même. Non, pas du tout. Alors là, non, je trouve pas ça du tout prétentieux et je pense que, alors, je fais partie de ces gens qui pensent que si on pensait tous un
tout petit peu comme ça, un peu plus, le monde ne s'en porterait pas plus mal. Donc, je trouve ça absolument pas prétentieux. Et alors, si tu veux un peu le contexte un peu neuroscientifique, je vais faire ma pompeuse aussi, hein. Mais quand tu dis quand tu fais cette histoire de sourire, quand tu souris à quelqu'un, en fait, dans notre cerveau, on a des neurones miroirs, et donc les neurones miroirs, en fait, vont faire sourire, même si la personne ne sourit pas à l'extérieur, ça lui déclenche les mêmes neurones que toi t'as utilisés pour sourire. Et donc forcément, ça lui envoie quand même un peu de bien-être. Donc même si extérieurement la personne ne sourit pas parce que voilà, pour X et 1000 raisons, mais la plupart du temps, malgré tout, les gens sourient quand même en miroir. Hein, là, c'est vrai que c'est quand même rare d'avoir quelqu'un qui nous fait un doigt parce qu'on lui a fait un sourire. Plutôt l'inverse peut être vrai, mais dans d'autres circonstances, on va dire. Donc oui, de toute façon, je pense qu'un sourire, un peu de douceur, etc., ramène du positif aux gens. Et faire du bien, tu vois, alors faire du bien concrètement, est-ce qu'un psy fait plus de bien concrètement qu'un artiste? Ça, c'est un autre débat. Et clairement, je pense que heureusement qu'il y a un peu de tout le monde, parce qu'un monde avec que des psys, ce serait pas drôle. Un monde qu'avec que des artistes, ce serait peut-être très particulier aussi. Et du coup, en tout cas, on se nourrirait pas tous de la même façon des mêmes choses. Et on tournerait vite en rond. Donc, c'est vrai. Moi, je trouve que le beau, et comme tu le fais aussi sur ton compte Insta, le partage de ces moments de joie, quoi. Enfin, quand je te vois sur la plage, à traverser le brouillard ou à regarder le soleil, etc. Ben oui, c'est effectivement, ça fait rêver, mais en même temps, ça fait partager. Donc tu vois, c'est plutôt une démarche positive et généreuse pour moi, pas une démarche de oh voyez tout ce que je vis moi, alors que vous êtes dans votre tour un peu grise ou comme chez moi à Dijon des fois dans le brouillard. Non, c'est chouette. Ok, merci. Je vais continuer sur cette ligne. Et ouais. Et justement, t'évoquais là ce côté de vendre et que t'aimais vendre tes produits. Et pourtant, c'est quand même une autre facette complètement. Enfin, souvent, les artistes sont pas tellement dans cette dynamique-là ou ont du mal. Et toi, c'est quelque chose, c'est quoi? C'est le contact avec les gens finalement qui vient te nourrir? Oui, parce que c'est... Tu sais, quand tu commences, en fait, moi, j'ai commencé au marché avec un stand de 3 mètres et 10 cartes postales, quoi, grosso modo, 10 cartes postales, 5 affiches, enfin, t'y vas, t'as une main devant, une main derrière, tu t'es mis tout nu devant les gens, parce que t'es pas en train de vendre un truc que t'as acheté ou... et déjà, c'est très difficile, hein, parce que là aussi, tu mets un peu de ta personne, mais là, quand tu vends un dessin que t'as fait, c'est un bout de toi que tu vends, quoi. Donc c'est un peu costaud. Et donc en fait, quand tu te retrouves pour la première fois avec ce sentiment d'être tout nu devant les gens et que tu leur dis excusez-moi, pardon, est-ce qu'éventuellement tu voudrais bien regarder mon dessin, et que les gens te disent oh mais c'est super, c'est une trop bonne idée, oh j'aime bien ça ou j'aime moins ça, ou ah tiens tu pourrais faire ça, ou... En fait tu te rends compte que les gens sont bienveillants. Les gens sont bienveillants parce que, évidemment, tu plais pas à tout le monde. Mais, alors, ça arrive, évidemment, aller une fois par jour que quelqu'un dise, oh non, c'est pas mon truc. Ou pire, mais voilà, je le dis de façon polie, mais en vrai, c'est tellement peu par rapport à la gratitude et à ce que les gens te renvoient, quoi, en face. Enfin, c'est, franchement, tu vois, si je les avais mis à vendre par quelqu'un d'autre et que j'avais continué à faire mes petits dessins dans mon coin, j'aurais pas pris... J'ai vraiment le sentiment de prendre de l'amour à chaque fois, quoi. Alors que c'est juste des gens qui rentrent et qui regardent, mais techniquement, hein, c'est ça. Mais en vrai, c'est beaucoup plus. C'est assez fort, hein, je trouve. Et quand tu t'es lancé, tu t'es dit oui, il faut que j'y aille, il faut que c'est à moi de le faire, ou tu t'es posé des questions à te dire comment je peux faire pour distribuer autrement? Alors, mon rêve, c'était de faire Maison et Objets, que j'ai fait. Parce que je voulais être vendue partout, envoyer du lourd et continuer à faire des dessins et que ça se diffuse tout seul. Ce qui est intéressant aussi, mais qui est un autre job. Et quand je me suis lancée, j'avais pas beaucoup d'argent de côté et j'avais besoin déjà matériellement d'y aller. Et honnêtement, d'y être allé, ça te permet de tâter directement le marché et les gens et de te rendre compte de ce qui plaît, ce qui plaît pas, de ce que tu peux faire, de comment c'est perçu. Je trouve que ça te fait grandir 2 fois plus vite, en fait. Si ton projet, c'est de te lancer
le contact en direct avec les gens à qui tu vas vendre, c'est énorme. C'est énorme. Et je dirais même que le marché, en plus, c'est vraiment l'école de la vie, quoi. Parce que personne te fait de cadeaux au niveau de tes collaborateurs du marché, au niveau des gens qui sont là. Enfin, personne t'attend, personne t'apprend à présenter, t'apprend à vendre, t'apprend à sourire quoi qu'il arrive. Enfin, c'est costaud comme expérience. Ouais, j'imagine effectivement que ça doit être ça. Tu as dû avoir des moments où tu te dis oulala, faut y aller. Ouais, ça fait peur, mais c'est hyper gratifiant. C'est hyper gratifiant. Je pense que c'est un conseil que je donnerais à tout le monde si on a envie de se lancer dans une entreprise commerçante, en tout cas, partir de tout en bas et essayer de voir enfin tout en bas. C'est pas péjoratif, hein, je veux dire juste par rapport à la représentation qu'on a d'une grosse entreprise, juste se mettre à la hauteur de son consommateur et aller à la rencontre directe des gens. Je trouve que c'est la meilleure école. Et moi, j'ai vraiment l'impression, alors c'est un peu depuis qu'on parle, j'ai ce mouvement, c'est-à-dire que tu as des phases entre guillemets, c'est-à-dire une certaine dualité qui se complète très bien. C'est-à-dire que l'été, où j'imagine que tu es quand même très en contact avec les clients, la boutique, quand tu faisais les marchés, c'est très prenant aussi, hein, c'est presque, j'imagine, tous les jours, etc. Tous les jours. Et du coup, le temps où tu crées derrière, donc plutôt l'hiver où c'est plus calme, où tu as moins de contact avec les gens. Et en même temps, tu vois, qui fait écho à ce côté artiste en toi, qui du coup est vraiment entre toi et toi, entre toi et l'environnement. Et puis le côté vendeuse ou en tout cas commerçante, qui va finalement te mettre en lien avec les autres. Et j'ai l'impression que tout ça se nourrit l'un l'autre de façon assez peut-être pas sereine, ça je sais pas, mais en tout cas très complémentaire. Oui, mais tu sais, ça correspond aussi à nos rythmes de Lille. Ouais. Évidemment, c'est en lien, mais ce côté tout est calme, il y a personne. Alors la nature est moins calme, il y a plus de tempêtes et tout. Ça pour le coup, ça correspond pas, mais et tout à coup, tous les gens arrivent et on prend un bouillon et c'est un peu une tempête de gens. C'est hyper intéressant comme j'aime beaucoup ce double rythme. Je pense, alors mon rêve en vrai, ce serait de continuer à créer chez moi toute l'année. Mais je pense que je perdrais ce contact avec les gens qui m'aident énormément à avancer. Et que en fait, ce serait, tu vois, on en revient un peu à mon truc de la fuite de tout à l'heure, ce serait plus confortable, plus doux, mais je perdrais en source d'inspiration, en discussion, en influence. Enfin, je pense que j'ai besoin des deux, que c'est important de faire les deux. Et ça te fait de toi une personne peut-être plus complète. Oui, alors parfois complètement schizophrène, hein, mais effectivement, de toute façon, ce temps qui est complètement, pour le coup, le temps de Lille a un côté schizophrène malgré tout. C'est on-off en fait. C'est complètement. Parce que ça vient quand même, ça monte un peu progressivement, mais c'est pas, c'est quand même un peu pouf, on ouvre les vannes et les gens arrivent. Qui plus est, en plus maintenant. Alors, je pense que toi comme moi, le pont, on était petits quand il s'est construit, et toi encore plus, mais avant, c'est vrai que ça se méritait. En fait, t'avais ce truc où il y avait des flux qui rentraient d'un coup. Maintenant, c'est du flux permanent, avec aussi le côté un peu à la mode, peut-être des fois de l'île de Ré, etc. Mais du coup, oui, t'es on-off et l'hiver, pour tous ceux qui sont jamais allés à l'île de Ré l'hiver, moi, je les invite à y aller au moins une fois pour voir ce que ça donne, parce qu'il y a un côté magique et en même temps déconcertant. C'est la campagne, c'est complètement la campagne. Et c'est il y a un côté et en plus tu sais même d'un point de vue culturel, c'est assez étonnant parce que l'hiver on est vraiment, alors on a la chance pour la taille de l'île qu'on a d'avoir des trucs culturels incroyables. Il y a des spectacles géniaux à la Malines, on a la Coursive à La Rochelle juste à côté. On a la chance d'avoir accès à beaucoup de choses par rapport à la taille de nos villages. C'est assez fou, mais quand même on a une culture ici très terrienne. Les vrais Rétais sont assez indécrottables. Tu parles au papy, il parle pas toi. Enfin, il y a vraiment un truc de terroir ici. Et quand l'été arrive, t'as l'impression tout à coup, t'as d'autres codes. Et tous les
pas tout, mais beaucoup de Rétais ont le double code, c'est-à-dire que les Parisiens arrivent avec, c'est hyper cliché ce que je dis, hein, mais déjà de dire Parisien, arrivent avec leur vin naturel et le dernier sac de la dernière marque du dernier truc. Et ben les Rétais sont au courant de ça aussi, quoi. C'est très surprenant. T'as à la fois le côté au top de la pointe du parisianisme et du boboïsme français. Et le fond le fond campagnard franchouillard traditionnel, enfin on a vraiment les deux, quoi. Et ça, est-ce que ça nourrit aussi ta créativité? Je sais pas, sans doute, oui, sans doute, parce que c'est drôle, donc ouais, c'est très probable que je m'approprie un peu de tout ça, mais je le fais pas consciemment. Et est-ce que ça te fait prendre un peu du recul sur chacune des deux postures un peu noir-blanc entre effectivement le côté parisien bobo et le côté terrien paysan rété, prendre un peu de recul sur chacune des deux postures et se dire il y a peut-être un petit milieu ou des petites nuances à peindre, pas forcément que dans tes dessins. Si, non, mais si, bien sûr, c'est hyper intéressant de se rendre compte déjà de ça. Oui, c'est très nourrissant de voir tout ça et de prendre du recul dessus. Je vais pas te l'expliquer mieux. Je suis pas très bien de cette explication-là, mais. Non, mais ça va très bien. Mais je trouve que, tu vois, pour peut-être boucler un peu la boucle, cette dichotomie, elle fait partie de qui tu es. Tu l'as même recréée entre ces deux prénoms avec lesquels tu peux jouer par moment. Donc, quelque part, elle doit faire partie de ton identité profonde. Oui, c'est très possible. C'est très possible. Tu sais que mon métier de base, celui auquel j'étais prédestinée, c'était avocat. J'ai fait du droit longtemps avant de me tourner vers le graphisme. Donc tu vois, j'ai encore d'autres dichotomies, encore d'autres faces cachées. Je pense que j'ai pas fini de sortir du placard des trucs incroyables. Donc tu es multiple. On va en revenir, on peut conclure sur ça, mais comme beaucoup de gens finalement, c'est juste que peut-être tu l'exprimes de façon plus forte que certaines personnes, mais effectivement. Je pense que je m'autorise à aller au bout des choses et que souvent on se met dans des cases et on n'ose pas en sortir. J'ai un gros problème avec les cases. Toutes les cases, quelles qu'elles soient, tu vois. Pourtant, comme je te disais en off, quand on était en train de parler, j'ai écrit un livre sur l'hypersensibilité et en même temps, je veux surtout pas que les gens se bloquent dans cette case-là. Que ce soit HPI, TDAH, etc. ou quelques traits de caractère qu'on ait. On est bien au-delà d'une caractéristique de notre personnalité. Donc, j'aime beaucoup pouvoir échanger avec des personnes multiples et qui s'autorisent cette multiplicité et qui... multiplicité et qui surtout ne veulent pas s'enfermer dans une case parce que comme tu le dis, des fois la case peut être confortable, hein, comme tu dis je fuis ou c'est plus confortable d'eux, mais elle devient vite une prison en fait. Ou alors il faut avoir plein de cases, s'autoriser à sauter d'une case à l'autre, mais ce qui finalement est j'aime bien cette image, tiens, tu vois, de dire on a plein de cases, les cases peuvent bouger et puis des fois on peut dire celle-là j'en veux plus, je la raye. C'est très bien. C'est Lego, quoi. Tu construis. Ouais. Parce que je trouve que tu peux te servir un petit peu d'une case ou d'une autre à chaque fois. Tu peux elles sont toutes utiles. Mais merci vraiment pour cet éclairage parce que ça me change aussi ma perspective et effectivement, c'est dans la multiplicité, je vais pas y arriver avec ce mot et pourtant il revient dans le podcast, de notre identité. Enfin, notre identité n'est pas un bloc concret, tu vois, tu es Odile, tu es Axel, tu es entrepreneuse, tu es maman, tu es artiste, tu es tant d'autres choses. Et donc, effectivement, à certains moments, on rentre dans la case pour mieux en sortir et rentrer dans une autre ou être à cheval entre deux cases. Donc, merci pour cette jolie ouverture qui me permet de moins condamner les cases, mais de jouer avec elles. On peut faire des damiers. Mais bien sûr. Moi, je te le dis parce que je passe ma vie à essayer de rentrer dans des cadres. J'ai besoin de me cadrer. Donc, tu vois, si tu me dis qu'il faut que j'enlève les cases, alors là, je suis perdue parce que cadre, il y a un moment, ça m'aide. Il y a des choses, ça m'aide. Oui, mais ouais, parce que toi, t'as l'impression que sinon tu débordes. Alors,
j'aime déborder, mais c'est juste que c'est au-delà de déborder, c'est que sinon je suis pas contenue. Tu vois, j'ai l'impression d'être un truc diffus qui passe en dessous des barrières de la case, et du coup, je sais plus où je vais, je m'éparpille et je sais plus quel est le sens, et du coup ça m'épuise. Alors que si j'ai un cadre, je peux déborder comme j'ai envie. Est-ce que tu suis la nuance ou pas? Oui, tout à fait. Et je la trouve vraiment, là encore, vraiment extrêmement pertinente. D'où l'intérêt, effectivement, de voir la case qui, quand on veut rester bien coincé dedans, est une prison, mais quand on accepte de jouer avec, peut être un contenant très rassurant. Bien sûr. Mais en même temps, tu t'es quand même créé plein de cases. Hein. Tu ne cherches pas à rentrer dans une seule. Hein. Non, c'est vrai. Non, je me mets pas cette barrière-là. Mais par contre, j'ai besoin de savoir où sont mes limites. D'en créer. Paradoxal. Et les cases ou les cadres t'aident à trouver les limites, en fait. Oui. Que tu choisis, consciemment ou non, de dépasser de temps en temps. Oh complètement. C'est complètement fait pour ça. Mais par contre, si tu sais ce que tu dépasses, tu sais où tu vas quelque part. Alors que si tu t'es pas mis le cadre et que tu vas dans tous les sens, tu sais jamais quand tu transgresses, donc tu sais pas si tu vas trop loin. Enfin, t'as plus une notion de rien, quoi. C'est une question de repère. Complètement. Et donc, du coup, sur ton île, t'es dans ta case de l'île. Tu sais quoi? Dans l'île, j'ai déjà des frontières géographiques sérieuses. J'ai une mer partout autour. Si je passe le pont, c'est consciemment, je n'ai pas le choix. C'est un vrai truc, ça aussi. Cette limite, tu vois, c'est intéressant. Hein. Ouais. Et t'es né sur l'île ou t'es arrivé sur côté. Alors déjà, en 85, on ne naissait plus sur l'île de Ré. Et en plus, j'étais rochelaise, donc je suis née à La Rochelle. Voilà. Et j'ai passé. Mais tes parents habitaient du coup à La Rochelle quand t'es née. Et je suis venue habiter ici au moment un peu avant de créer Odile, il y a 13 ans. Il y a 12 ans, quand j'ai rencontré mon mari. Je suis revenue ici. D'accord. Donc, tu t'es réapproprié une case. Je me la suis même... Territoire. Je me la suis même créée parce que entre même l'image qu'ont les Rochelais qui passent leurs étés ici, alors, La Rochelle, c'est le pied du pont, hein, c'est vraiment... Et un Rétais, c'est pas pareil, c'est pas la même vie. Donc, j'avais l'impression de savoir où j'étais, en fait, pas du tout. Donc, j'ai tout recommencé. C'était chouette aussi. Donc, recréer une Odile... C'est là où Axel est devenu Odile, en fait. Ouais, c'est là où Odile est née. Tu vois, par contre, et si je peux dire que je suis née sur l'île de Ré, Odile est née sur l'île de Ré. Moi, je vais dire ça maintenant. Je vais refaire mon storytelling, ça va être énorme. Odile est née sur l'île de Ré. Voilà, c'est quand tu es arrivé sur l'île qu'Odile est née. Ouais. Par contre, Odile n'a que 10 ans. Ça va être compliqué. Il va falloir que j'explique. Odile vit dans Axel et elle a complètement sa place. Et 10 ans d'entrepreneuriat, ça peut faire un joli adulte. Hein. Ouais, t'as raison. Je vais l'amener comme ça. Bon, et écoute... merci Bénédicte. On a un peu fait le tour de l'île, on a fait le tour, un petit tour d'Axel, un petit tour d'Odile. Tu vois, moi, l'image que j'avais, parce qu'on s'est juste croisés dans ta boutique et je te connais via les réseaux. Et c'est cette impression que j'avais, tu vois, de la bonne copine qu'on connaît, mais on sait qu'il y a plein d'autres choses, beaucoup plus de profondeur derrière. Et à travers cet échange, moi, j'ai découvert un peu plus de la profondeur derrière, donc ça m'a fait très plaisir. Merci de tous ces partages. Et puis à très vite sur l'île, parce que va falloir que je revienne. Oui, merci Bénédicte. À bientôt.